Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une séance de lecture à partager avec vous. Concernant la première scène de la pièce Antigone de Jean Anouilh. C'est la scène d'exposition. C'est la première scène. C'est la scène d'exposition, ou bien la scène du prologue. Voilà, la scène commence par un décor neutre et se termine jusqu'à fini de mort. Et voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. Elle sent qu'elle s'éloigne de nous aussi, qui sommes là, bien tranquilles à la regarder. De nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aymon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et lui a dit oui, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme, robuste, aux cheveux grisonnants, qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets. Il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Alors quelquefois, le soir, il est fatigué. Et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus fruste. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. Et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Créon est seul avec son petit page, qui est trop petit, et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon là-bas au fond, qui rêve, adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aymon tout à l'heure.
C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, ces trois hommes qui jouent, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous emploieront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef d'ETEP dûment mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts. Et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Voilà, on passe à l'énonciation et les notifications de cette scène. Donc, cette scène constitue le début de cette pièce. Ça s'appelle la scène d'exposition. Donc, c'est une scène dominante descriptive qui parle, bien sûr, sur le prologue qui parle. Donc, derrière lui, c'était le dramaturge, celui qui a écrit la pièce. Alors, le prologue qui parle. À qui parle-t-il? Bien sûr, il parle au public qui se trouve dans la salle, devant le public. Et il parle aussi au lecteur qui va lire la pièce. Ou, bien sûr, il est sur la scène. C'est la scène du théâtre qui représente le palais royal. Là, c'est au début de cette pièce, au début de cette histoire qui sera jouée. De quoi parle-t-il? Bien sûr, il nous parle des personnages, de leurs caractéristiques, de leur portrait moral et physique. Comme il nous parle des événements, il nous informe des événements qui précèdent cette histoire. Dans quel but? C'est dans le but de nous présenter les personnages principaux de la pièce et l'intrigue de cette pièce. Hypothèse de lecture. Donc, c'est la scène d'exposition qui constitue le début de cette scène. Donc, on s'attendrait à l'exposition des personnages principaux et les enjeux de l'intrigue à venir. La situation du passage de la situation de la scène. Il s'agit de la scène d'exposition. Le rideau se lève et l'ensemble des personnages est sur la scène. L'un d'eux se détache. Il s'agit du prologue.
qui va présenter tous les personnages. Il se présentait comme le médiateur entre les personnages et les spectateurs, et entre le dramaturge et les spectateurs. Les axes de lecture. Donc on peut repérer les axes suivants. Comme vous voyez au début, la scène commence par un petit texte écrit en italique. Il s'agit de didascalie. Alors les didascalies, donc un texte qui nous présente des informations scéniques. Oui, alors les didascalies est mise en scène comme premier axe. Alors les didascalies nous donnent des informations scéniques. Alors le rideau se lève sur plusieurs personnages de la pièce qui se livrent à des activités banales. Alors chacun des personnages fait une telle ou telle activité. Les spectateurs placés devant une scène animée. Voilà, il y a des activités familières faites par les personnages. Certains bavardent, d'autres jouent, et un autre personnage tricote. Alors les personnages ne semblent pas vraiment communiquer entre eux. Leur connaissance passe par le rôle du prologue. C'est lui qui nous présente les personnages. La présence conjointe de la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous. Alors le prologue, par l'utilisation de ces pronoms personnels, s'adresse au spectateur, donc à travers l'utilisation de vous. Alors nous représente le jeu, celui qui parle, et les spectateurs, comme un spectateur privilégié. Et le recours à cette expression, à l'utilisation de nous, crée un lien entre la scène et la salle. On peut prendre comme deuxième axe la présentation des personnages. Alors, à leur tête, on trouve Antigone, l'éponyme. Alors, c'est le personnage, le nom du personnage qui prend aussi le titre de la pièce et qui reflète en même temps le caractère de son personnage. Il dresse le portrait physique de ce personnage. Il est maigre, jeune, une fille noiraude. Il insiste sur sa jeunesse et son dépouillement. Que ce personnage, il est dépouillé, il est sévère, il est sérieuse et grave et rigoureuse et stricte. Il est sans gaieté et sans humeur. Ça veut dire, il dit, tout droit, Nishan. Il insiste aussi sur sa solitude. Il est renfermé et doit se dresser seul en face du monde. Il a une attitude rêveuse. Donc il est dans un coin, ses bras entourant ses genoux. Elle est l'héroïne tragique de la pièce, se dresser seule. Il nous informe qu'elle pense qu'il va mourir.
Donc c'est le côté psychologique de ce personnage. Il est marginal, obstiné. Il se révolte. D'autres personnages. Il s'agit d'abord d'Ismène. Il se définit de façon antithétique par rapport à sa sœur. Elle est belle, elle est blonde, et elle a le goût du bonheur, de la danse et du joug. Un autre personnage, Créon, qui est présenté comme un personnage à qui va s'opposer la petite Antigone, mais qui est aussi seule qu'elle. Un autre personnage qui s'appelle Aimant, qui reste un peu mystérieux. Il avait jeté son dévolu sur Ismène avant d'aller demander la main d'Antigone. L'autre personnage, la reine et les gardes, qui sont aussi présentés dans les didascalies de façon implicite par le biais de leurs activités. Ils tricotent, jouent aux cartes. D'autres informations qu'on peut noter à travers cette scène. Alors, le prologue, il nous informe sur les événements qui précèdent cette scène. Donc, il nous montre comment et pourquoi Polynice et Étiocle se sont fait la guerre. Et comment leur oncle devient roi. Et pourquoi il ordonne des funérailles grandioses à Étiocle et interdit Polynice de sépulture. Et promis à celui qui va oser enterrer le cadavre de Polynice, lui promet de la mort. Voilà, pour synthétiser, on peut dire qu'il s'agit d'une scène d'exposition, une exposition indispensable pour la compréhension de la pièce, des personnages et de leur destin. Cette scène d'exposition s'ouvre sur une attente. De plus, il évoque la fatalité du destin tragique de l'intrigue.